Du reste, je n'ai pu me refuser de transcrire ici ce qu'il dit dans cet ouvrage de le culte de l'empereur Napoléon à Dresde. Parce que ces paroles font image et donnent une juste idée de la nature des choses et des personnes en ce moment-là. Oh vous, y est-il dit, qui voulez-vous faire âme juste idée de la prépotence qu'a exercée en Europe l'empereur Napoléon, qui désirait mesurer le degré des frayeurs au fond de laquelle étaient tombés presque tous les souverains. Transportez-vous en esprit à Dresde et venez y contempler ce prince superbe au prince haute période de sa gloire, si voisin de sa dégradation. L'empereur occupait les grands appartements du château. Il y avait mené une partie nombreuse de sa maison. Il y tenait table. Et à l'exception du premier dimanche où le roi des Saxes donna une gala, ce fut toujours chez Napoléon que les souverains et une partie de leur famille se réuniront. D'après les invitations adressées par le grand maréchal de son palais, quelques particulières y étaient admis. J'ai joui de cet honneur le jour de ma nomination à l'ambassade de Varsovie. Les levées de l'empereur se tenaient comme aux Tuileries à 9 heures. C'est là qu'il faillit voir en quel nombre, avec quelle soumission craintive une foule des princes confondus avec les courtisans, souvent à peine aperçus par eux, attendaient le moment de comparaître devant le duel arbitre de leur destinée. Ce morceau et quelques autres, d'une aussi grande vérité et d'une aussi belle diction, sont étouffés sous une foule de détails, pleins de déguisements et de malice. Ce sont des faits dénaturés, dit l'empereur de conversation mutilée, et s'arrêtant sur les états de l'impératrice d'Autriche, comblée d'adulation et soucieux de l'empereur Alexandre, dont de Tours vont les vertus amables, les qualités brillantes, au détriment, et en opposition de lui, Napoléon, il a conclu, certes, ce n'est pas là un évêque français, c'est une image de l'Orient au dorateur du soleil qui s'élève. Et ici, je vais supprimer encore et par un sentiment de justice désormais plusieurs autres articles et beaucoup de détails. Toutefois, à ces efforts peu prouver que nous avons été les injustes agresseurs dans la querelle des Russes, je vais opposer ce qui suit. L'empereur parlant de cette guerre disait, il n'est point des petits événements pour les nations et les souverains. Ce sont eux qui gouvernent leur destinée. Depuis quelque temps, il s'était élevé de la mésintelligence entre la France et la Russie. La France reprochait à la Russie la violation du système continental. La Russie exigeait une indemnité pour les ducs d'Oldenburg et élevait d'autres prétentions. Des rassemblements russes s'approchaient du duché de Varsovie. Une armée française se formait au nord de l'Allemagne. Cependant, on était encore loin d'être décidé à la guerre lorsque tout à coup une nouvelle armée russe se met en marche vers le duché et une note insolente est présentée à Paris comme ultimatum pour l'ambassadeur russe qui, au défaut de son acceptation, menace de quitter Paris sous 8 jours. J'ai cru alors la guerre déclarée. Depuis longtemps, je n'étais plus accoutumé à un pareil ton. Je n'étais pas dans l'habitude de me laisser prévenir. Je pouvais marcher à la Russie, à la tête du reste de l'Europe. Entreprise était populaire, la cause était européenne. C'était le dernier effort qui restait à faire à la France. Ses destinées, celles du nouveau système européen, étaient au bout
de la lutte, la Russie était la dernière ressource de l'Angleterre. La paix du globe était en Russie et le succès ne devait point être douteux. J'ai parti toutefois arriver à la frontière, moi auquel la Russie avait déclaré la guerre en retirant son ambassadeur. J'ai cru devoir envoyer le mien, l'horizon, à l'empereur Alexandre à Vilna. Il fut refusé et la guerre commença. Cependant, qu'il le croyait? Alexandre et moi, nous étions tous les deux, continuait l'empereur dans l'attitude de bravache, qui sans avoir envie de se battre, cherchons à s'effrayer mutuellement. Volontiers, je n'eusse pas fait la guerre. J'étais enterré, encombré des circonstances inopportunes. Et tout ce que j'ai appris depuis m'a su que d'Alexandre on avait bien moins envie encore. Monsieur de Romanzoff, qui avait conservé des relations à Paris et qui, plus tard, au moment des échecs éprouvés par les Russes, fut fort maltraité par Alexandre pour la résolution qui lui avait fait prendre, l'avait assuré que le moment était venu où Napoléon, embarrassé, ferait des sacrifices pour éviter la guerre, que l'occasion était favorable, qu'il fallait la saisir, qu'il ne s'agissait que de se montrer et de parler ferme, qu'on aurait les indemnités du duc d'Oldenburg, qu'on accueillerait Danzig et que la Russie se créerait une immense considération en Europe. Telle était la clave du mouvement des troupes russes et de la note insolente du prince Kurakin, qui sans doute n'était pas dans le secret et qui avait eu le tort par son peu d'esprit d'exécuter ses instructions trop à la lettre. La même présomption, le même système mena encore le rêve de recevoir l'horizon à Vilna. Et voici, disait Napoléon, les vices et le malheur de ma diplomatie nouvelle est demeurée isolée sans infinité, sans compta, au milieu des objets qu'il s'agissait de manier. Si j'avais eu une ministre des Relations extérieures de la vieille aristocratie, un homme supérieur, il eût dû, dans la conversation, deviner cette nuance et nous n'eussions pas eu la guerre. Talleyrand en eût été capable peut-être, mais ce fut au-dessus de la nouvelle école. Pour moi, je ne pouvais pourtant deviner toute seule. La dignité m'interdisait les éclaircissements personnels. Je ne pouvais juger que sur les pièces et je vais beau les tourner, les retourner. Arrivé à un certain point, elles demeurions muettes et ne pouvions répondre à toutes mes attaques. À peine eus-je vers la campagne que le masque tomba. Les vrais sentiments de l'ennemi devront se montrer au bout des 3 ou 4 jours frappés de nos premiers succès. Alexandre me dépêcha. Quelqu'un a pu me dire que si je voulais évacuer le territoire envahi, revenir en Nîmes, il allait traiter. Mais à mon tour, j'ai pris cela pour une ruse. J'étais enflé de succès, j'avais pris l'armée russe en flagrant délit. Tout était coupe-bouté et en désordre. Je vais couper Bagration. Je devais espérer de la détruire. J'ai cru donc qu'on ne voulait que gagner du temps pour se sauver et se rallier. Ne doute qu'ici, j'avais été convaincu de la bonne foi d'Alexandre. Je n'eus à céder à cette demande. Je serais revenu en Nîmes. Il n'eût pas passé la Divina. Vilna eût été neutralisé, nous nous y serions rendus, chacun avec 2 ou 3 bataillons de notre garde, nous eussions traité en personne. Quelle combinaison juste introduite! Je n'eus quoi
qu'à choisir, nous nous serions séparés bons amis. Et malgré les événements qui ont suivi, elle l'a senti triomphant. Est-il bien prouvé que ce parti eût été moins avantageux pour lui que ce qui est arrivé depuis? Il est venu à Paris, il est vrai, mais avec toute l'Europe, il a acquis la Pologne. Mais quelles seront les suites? L'ébranle le monde donné à tout le système européen de l'agitation donnée à tous les peuples, de l'écrasement de l'influence européenne sur le reste de la Russie par l'agglomération des acquisitions nouvelles par les goûts lointains des soldats russes par l'influence des hommes et des lumières hétérogènes qui viennent se réfugier de toutes parts. Les souverains russes se contenteront-ils de consoler de ce qu'ils ont acquis? Mais si l'ambition s'est saisie au contraire, à quelle entreprise, à quelle extravagance ne pouvons-ils pas se livrer en peu de temps? Ils ont perdu Moscou, ses richesses, ses ressources, celles d'un grand nombre d'autres villes. Ce sont autant de plaies qui saigneront plus de 50 ans, et pourtant que n'aurions-nous pas pu fixer à Vilna pour le bien-être de tous, celui des peuples aussi bien que celui des rois. Dans un autre moment, l'empereur disait: je peux partager l'empire turc avec la Russie. Il en était bien plus fois question entre nous. Constantinople l'a toujours sauvé. Cette capitale était le grand embarras, l'avait Pierre d'achoppement. La Russie la voulait, je ne devais pas l'accorder, c'est une clef trop précieuse, il vaut à tel seul un empire, c'est lui qui le possédera peut gouverner le monde. Et comme l'empereur se résumant, on est revenu à dire: qu'a donc gagné Alexandre qui nous obtenu à Vilna à bien mieux compte? Il a échappé à quelqu'un de dire: Sire, d'avoir vaincu et d'être demeuré triomphant, ce pourrait être la pensée du vulgaire. C'est écrié l'empereur, ce ne saurait être celle d'un roi s'il gouverne par lui-même ou ses conseils. Si on est incapable de droit point dans une si grande entreprise, avoir pu la victoire, mais bien ses résultats, et puis ne s'arrêteront même que cette considération vulgaire. Je maintiens que le but encore serait manqué, car ici la bande des suffrages doit demeurer au vaincu, qui peut remettre en parallèle mes succès d'Allemagne avec ceux des Alliés en France. Les gens éclairés, réfléchis, l'histoire ne le feront pas. Les Alliés sont venus traînant toute l'Europe contre presque rien du tout. Ils présentaient 600 000 hommes en ligne. Ils avaient une réserve égale. S'ils étaient battus, ils ne couraient aucun risque. Ils se replièrent. Moi, au contraire, en Allemagne, à 500 lieues au loin, j'étais à peine à force égale. J'ai demeuré entouré de puissance et de peuples retenus seulement par la crainte. À chaque instant, au premier échec qui pouvait se déclarer, j'ai triomphé au milieu des périls, toujours renaissant. Il me fallait sans cesse autant d'adresse que de force, qu'il me fallut un étrange caractère dans toutes ces entreprises, une étrange coup d'œil, une étrange confiance dans mes combinaisons, désapprouvé par tous ceux peut-être qui m'environnaient.